je pense que c'est justement aussi des métiers qui permettent aussi derrière d'évoluer vers plein de choses en tant qu'entrepreneur, en tant que collaborateur, parce qu'on voit tellement de choses qu'on sait également très rapidement identifier ce qui fonctionne pas en termes de modèle d'affaires, en termes de business. Et du coup, je pense que à l'image d'un consultant, ça permet très rapidement de se dire ok, je vais peut-être me diriger vers tel secteur, vers tel modèle pour plus tard. Et voilà, donc je pense que ça garde beaucoup de portes ouvertes aussi pour la suite. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, je viens de lancer l'enregistrement avec la personne de mon réseau professionnel que je connais depuis, je pense, presque le plus longtemps, mais c'est la première fois qu'on se voit de visu. C'est Étienne. Salut Étienne, merci d'être là. Salut Gérald. Bon, c'est vrai que ça fait un moment qu'on discute dans nos vies antérieures de business et on n'a pas eu l'occasion, enfin on bosse ensemble depuis peu, mais ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait genre 5-6 ans au moins? Ouais, je pense que ça remonte même à 2015 peut-être. Ouais, c'est ça. 2015, ouais, à mon avis. 2015, Bon, 2016. on a pas mal évolué depuis. Toi et moi, on a pris des chemins, des chemins. On a avancé dans nos carrières. Est-ce que tu peux contextualiser, dire un peu ce que tu fais, qui tu es, pour les gens qui nous Ouais, écoutent? avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation. Donc, moi, je suis fondateur et président de Junto. Donc, on se définit comme une société de conseil en médias et en tracking. Donc, on accompagne aujourd'hui des clients sur la définition de leur stratégie publicitaire en ligne. Et ensuite, on les accompagne dans la mise en place et l'exécution des campagnes qu'ils vont faire sur le digital. Donc, on va travailler sur tout l'écosystème digital. Principalement, il y a deux grandes régies, Facebook et Google. Mais on va également accompagner des plans médias plus vastes sur de la programmatique, sur du display, sur du native, etc. Ok. Et toi, ton profil au départ, t'as découvert la publicité comment? T'as commencé par quoi? C'est une bonne question. En fait, moi, je pars vraiment d'un parcours plutôt entrepreneurial à la base. Donc, j'habitais en Thaïlande, en fait, avant de rentrer en France en 2014. J'ai terminé mes études et j'avais eu une expérience en stage là-bas dans un cabinet d'avocats. Et je suis resté quelques années là-bas. J'ai créé une entreprise quand j'étais sur place de recrutement à la base. Donc, l'idée, c'était de proposer des stages et des emplois à des jeunes diplômés, notamment dans la région du Mékong, de l'ASEAN. Et donc, en fait, via cette première expérience entrepreneuriale, je me suis confronté à la création d'un site à la base. Ensuite, au fait de développer une audience sur ce site, parce que j'avais besoin de personnes qui postulaient et j'avais besoin d'entreprises aussi qui cherchaient des personnes. Donc, c'est une question d'une place de marché. Et donc, je me suis confronté à ces problématiques-là. Et donc, j'ai beaucoup appris, notamment sur la partie SEO à ce moment-là, la partie référencement naturelle. C'était il y a combien de temps à peu près? Ça, c'était il y a maintenant, ça devait être en 2012, Ouais, ok. 2013. Et du coup, en fait, ça faisait longtemps que j'entreprenais. J'ai fait beaucoup de petits jobs différents avant, du babysitting à la gestion d'ailleurs de caisse à un moment donné chez Monoprix. Enfin, j'ai fait beaucoup de boulot dans ma jeunesse et pendant mes études. Et en fait, j'essayais toujours de trouver. Enfin, j'aimais bien en fait déjà démarcher des gens, créer une activité. Mais voilà, je tâtonnais, je savais pas exactement comment faire. Et finalement, mes expériences ont à chaque fois été entrecoupées de travail au sein d'entreprises et aussi d'entrepreneuriat. Et donc voilà, c'était la première expérience vraiment sérieuse en entrepreneuriat en Thaïlande, ce qui était d'ailleurs compliqué parce que
on n'est pas chez soi là-bas. Mmh. Il y a besoin de visa de travail. Farang, c'est ça, je crois? Exactement, Ouais, je exactement. mmh. Donc en fait, j'avais tout quitté. J'avais un emploi là-bas avant. J'avais tout, j'avais le visa, j'étais payé, etc. Et je suis parti un petit peu précipitamment en me disant, ok, parce que j'ai accompagné beaucoup d'entreprises finalement qui s'implantaient là-bas, mais plutôt des grandes entreprises. Et je me suis dit, bah, je vais faire la même chose, j'y vais et tout. Et finalement, ça a été un peu plus compliqué que prévu, mais j'ai beaucoup appris et j'ai notamment découvert tout ce monde en fait du digital. Et je me suis aperçu que c'était en fait de voir des personnes sur un site internet, des centaines de personnes par jour ou avec Analytics, etc. En fait, ça m'a ouvert un Mmh. monde que je ne connaissais pas et je me suis aperçu, je me suis dit, mais c'est dingue en fait, c'est absolument, c'est absolument dingue et fascinant. Et donc je suis rentré en France en 2014, après un an où finalement j'arrivais pas à faire décoller la société, mais il me manquait, à la fois du financement et à la fois des compétences. Et donc j'ai rencontré, un ami avec lequel j'étais à l'école, Mmh qui mh. travaille dans une société, qui est une agence en fait qui a été montée par 2 anciens de chez Google. Et je suis resté chez eux pendant 2 ans et en fait, je suis passé sur le côté, publicitaire parce que vraiment gérer, que de la publicité à grande échelle pour des grandes entreprises françaises. Et du coup, je me suis voilà, je suis arrivé dans ce secteur qui était, un niveau au-dessus de ce que je faisais en Mmh. naturel parce qu'on parlait de budget, on parlait de gros budgets et cetera. Et ça m'a beaucoup plu. OK, OK. Bah, c'est top j'ai l'impression que, comment dire? La façon dont vous après quand tu as monté ta boîte, tu reviendras peut-être dessus, mais la façon dont vous êtes arrivés sur le marché, alors je sais pas si j'ai un biais parce qu'on se connaissait et Mmh. qu'on avait déjà échangé, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de bruit. Il y a eu vous êtes arrivés, vous avez vraiment tapé un gros coup de poing sur la table, vous avez tapé du poing sur la table j'ai l'impression que ça a été, qu'on vous a vu partout. Mmh. Est-ce que c'est réel ou est-ce que j'ai un biais et comment vous y êtes pris, en fait? C'est une bonne question. En fait, c'est même avec le recul, parfois, c'est un petit peu dur de parce que ça a été assez vite, il y a pas mal de choses qui se sont passées, mais de manière générale, en fait, hem, je effectivement, enfin, depuis le début, j'ai envie de dire, c'est pas forcément juste au démarrage, mais on a vraiment, je pense notamment avec l'équipe, qui a été créé en fait à la base. Je pense qu'on a toujours eu, vraiment faim, vraiment envie de se développer. Et du coup, on a tout fait pour essayer d'aller vite, de faire du bruit, d'être partout, de parler aux bonnes personnes et cetera. C'était pas forcément un effort conscient de se dire, «Faut qu'on faut qu'on, faut qu'on fasse du bruit, fort» et cetera. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui sont d'ailleurs, c'est marrant, mais qui sont meilleurs que nous notamment sur LinkedIn, sur ces aspects-là. Mais, mais par contre, on a toujours voulu en fait, c'est plutôt, je pense, la manière dont je vois les choses, c'est plus, on avait envie de, en fait, on a envie d'exister face à des grandes sociétés qui, pour nous, n'ont plus leur place, Mmh. dans le secteur. On le voit, en fait, on le voit un petit peu comme un en fait, ce qui nous drive ou en tout cas moi, ce qui me drive, c'est plus l'aspect, la concurrence, en fait. C'est plus le côté, je vais être le meilleur. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais c'est plus le côté, voilà, je vais gagner la partie, plus que, je vais faire du bruit et cetera. Donc c'est plus de se dire, bah, il y en a qui sont un petit peu tranquilles et qui se battent plus et en fait, on arrive, on a faim, on n'a pas peur de bosser et voilà, quoi. Ouais, ouais, mais je vois tout à fait. Ça fait presque partie de la mission de C'est devoir, ça, faire entendre parce que sinon, en fait, ça OK, ouais, je vois tout à c'est fait ça. et du coup, au départ, quand tu commences alors aujourd'hui, on en parlait, il y a quelques mois, un de tes enjeux, c'est le recrutement, c'est d'avoir des super consultants, dans ton équipe. Mais au départ, quand tu te lances, tu pars comment? Ça ressemble à quoi, Junto, Ah bah, ouais, au le jour départ, zéro. ouais, donc le départ, c'était, octobre 2016. Donc j'avais quitté, peu de temps avant, en fait, l'entreprise où j'étais.
Et sincèrement, en fait, je savais que je voulais monter quelque chose, mais je pensais pas que ce serait en fait Junto, ou que je sois dans ce secteur particulièrement. À la base, je vais m'associer avec des personnes dans le sport. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Et en fait, c'est un petit peu par hasard où j'avais en fait développé un réseau dans le secteur, notamment des startups parisiennes, et des sujets d'acquisition. Et donc, en fait, de fil en aiguille, j'ai parlé avec quelques personnes, quelques sociétés, et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à avoir quelques clients, tel un freelance. Mais je voulais absolument pas en fait être freelance. Et donc, ayant plutôt des compétences effectivement commerciales et marketing, j'ai Mmh. plutôt cherché à développer rapidement la clientèle, en fait, à continuer à développer la clientèle. Et, et donc, au début, hein, ça se fait dans tous les cas, ça se fait un petit peu ça se fait dans la douleur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. on a des clients, mais en même temps, je vais en chercher d'autres, parce que c'est un peu mon tempérament, quoi. Voilà, je cherchais d'autres clients, même si j'en ai, en fait. Donc, il faut gérer ses clients plus aller en chercher d'autres. On n'est pas encore sur un stade où on se dit tout est bien maîtrisé, etc. C'est plus je signe ce que je peux, et je travaille à fond pour réussir à combiner les deux, à la fois du développement commercial et à la fois de la gestion de clientèle. Et 6 mois, donc en avril ou en mars 2017, je recrute ce premier salarié. Donc premier salarié, moi je ne sais pas recruter, donc je fais n'importe quoi. C'est un ami de la famille, ou un ami d'amis de mes parents, etc. Bon, finalement, pas du tout. Enfin voilà, je regarde pas les compétences, l'historique, etc. Je me dis bon bah personne qui cherche du boulot, qui est prêt à se donner, on y va, quoi. Je peux pas choisir à ce stade. En tout cas, je ne pense que je ne peux pas choisir. Et donc, ça se passe pas hyper bien. Bon, ça se termine 2 semaines après. Voilà, je passe les petites anecdotes, et sur et sur le et en no mais au moins j'arrive à me rendre compte que ça le fait pas vite, quoi. Ouais, ça Parce que c'est ça, c'est une force par contre, parce que j'ai pas beaucoup de moyens, et je me rends compte que ça va vite pas le faire, et que ça c'est me ça, tend. l'erreur, ce serait de continuer justement 15 jours, justement, je trouve que c'est une erreur acceptable. Au contraire, c'est même plutôt un gros win, de l'arriver à le faire Ouais, en 15 jours, en quoi. en fait, vraiment, je sentais que il y avait pas le niveau d'engagement que je mettais. Et puis, c'est vrai que moi, je suis complètement bootstrappé, hein. Enfin, peut-être qu'on y reviendra, mais Mmh. je suis parti avec 1 000 €, donc j'avais des clients effectivement, mais quand on a rien qui tourne et qu'on commence à payer des gens, c'est très vite, on le prend très personnellement quand ça se passe pas bien, quoi. Parce que Ouais, bien c'est un sûr. effort, Ouais. c'est un Bah, c'est effort ton qui est bébé, hein. déjà. Ouais, c'est C'est ton ton bébé, bébé, en mode, c'est parent isolé en plus, hein. Tu tout seul, va avec ton bébé, quoi. exactement. Et ouais, Je exactement, c'est tout à fait ça. Et puis en plus, tu te rends compte, enfin, en fait, pendant longtemps, et d'ailleurs, c'est marrant, et pendant longtemps, et je pense que c'est, enfin, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs au démarrage, c'est de se dire, en fait, surtout sur une première expérience, c'est de se dire: «Est-ce que j'y vais sur un profil? Est-ce que je recrute? mmh, Ou est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai l'argent pour le faire?» et cetera. Parce que finalement, à chaque fois, c'est un risque, c'est des temps de latence, entre, le moment où on recrute, le moment où la personne peut vraiment, gérer la mission, monter en compétences, et cetera. Donc c'est un vrai risque, et en fait, c'est potentiellement 2, 3 plus mois de financement un peu à perdre au démarrage. Et donc on se pose souvent la question: «Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Est-ce que» Et mmh, finalement, il faut vraiment dépasser ça, surtout dans la première phase, parce que sinon on n'avance pas, en fait, concrètement. mmh. Et bref, un mois après, Excuse-moi, ouais, je par t'en prie. rapport à ce recrutement, tu recrutes quelqu'un pour faire le boulot ou quelqu'un pour développer, des fonctions support? Pour faire le boulot, ouais. Ouais, OK, donc pour, ouais, faire de l'acquise, OK, ouais. très bien. OK, Vraiment très bien. pour gérer des comptes, m'aider sur des clients, et cetera. Donc voilà. Et c'est vrai que, je pense, voilà, la force que j'ai eue, c'était effectivement, de faire vite dans les 2 sens en recrutement. Je pense que j'aurais pu mieux recruter, mieux cadrer par contre, avec le recul, mais voilà. Et après, donc après, 1 mois après, ça devait être en avril, j'ai recruté, la 1re personne. Et là, c'était la sœur d'une amie aussi avec qui j'étais en cours. Mais ça s'est beaucoup mieux passé. En fait, ça a pris du temps, parce que cette personne, pareil, était à la base dans les lettres, dans l'art, et cetera. Donc c'était un OK. shift monumental vers Vers la data et l'acquisition, ouais. Excel, Et tout ça, c'était voilà.
Mais finalement, voilà, je pense bon esprit, bonne compétence de travail et finalement, c'est un peu ça que je recherchais. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui était prêt à relever le défi, en fait, surtout. Et ça a été vraiment le cas, avec cette personne qui est d'ailleurs restée, longtemps avec nous, qui est partie récemment, et qui a vraiment développé des compétences, très, très fortes. Donc, c'était un super partenariat. Après, j'ai eu deux stagiaires aussi au même moment. Pareil, des amis, et amis d'amis. Je me suis beaucoup entouré de famille et amis au démarrage, à vrai dire. Mmh. Et je travaille toujours avec mon frère, par exemple, avec ma femme. OK. Donc voilà. Je fais Et partie de ces gens-là aussi qui travaillent en famille et avec des potes. C'est un peu être, souvent quand je le dis, on me dit: «Bah, tu pas peur, tu pas machin». Bah, au contraire, sur le côté humain, j'ai pas de sujet, quoi. ouais, Donc après, c'est déjà, ouais, c'est, une tranquillité d'esprit, ouais, c'est qui est clair, là c'est clair. de base, quoi. Moi, vraiment, je pense que, enfin, moi, j'apprécie ça aussi. Donc, après, c'est sûr qu'il faut, enfin, je pense qu'il peut y avoir aussi des aspects négatifs, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, au Mmh. démarrage et on fait confiance, on se dit les choses, et cetera. Mais voilà, en fait, ça a démarré comme ça et ensuite, le gros, on va dire que vraiment la grosse étape, ça a été en fin d'année, 2017. Du coup, là, j'ai échangé beaucoup avec, donc mon futur CEO à l'époque, Raphaël. Et donc lui il était, dans un programme d'accompagnement chez Google. Je travaille avec lui notamment sur, en fait, on s'est rencontrés par hasard parce qu'en fait, sur un compte, j'étais en contact avec, une de ses collègues et en fait, souvent chez Google, ils sont enfin, ils sont pas tous, très techniques, sur Mmh. l'outil, parce que, ça ils ont des objectifs commerciaux en face et en fait, pas tous les contacts, ont une expertise très, très fine des produits publicitaires Google. J'ai pas et l'impression que Google soit les pires, mais je suis d'accord avec toi. donc et Mmh. en fait, Raphaël a jumpé sur le call avec moi et ça a matché, immédiatement parce qu'en fait, il connaissait, hyper bien l'outil, était hyper pertinent sur ses recos, et cetera. Et en fait, ils ont fermé son programme, en tout cas, ils l'ont délocalisé, en fin d'année. Ils voulaient pas lui partir à l'étranger particulièrement, parce que je crois que c'était Barcelone ou Dublin à l'époque. Et en fait, du coup, bah, on s'est enfin voilà, je lui ai fait une proposition. On a travaillé sur un scope, sur une proposition, et cetera. Et à l'époque, c'était un gros jump pour moi, hein, parce il avait déjà une belle expérience, il avait déjà, des prétentions, qui étaient élevées, pour moi à Mmh. l'époque, hein. On était 3. Mais lui, en même temps, prenait un risque, enfin, il a débarqué dans une boîte où, voilà, on était très peu structurés, on était 3-4. Et voilà, et finalement ça l'a vachement bien fait. Et voilà, Raphaël aujourd'hui, bah, gère toute l'équipe, et on travaille toujours ensemble, très bien ensemble. Et donc ça a été notamment une des étapes clés, je dirais, avec le recul, du développement de la société. Ça a été la rencontre et la collaboration avec Raphaël, quoi. Et Mmh. c'est toujours le cas. Mmh. Est-ce que tu penses que la partie RH, c'est ce qui a le plus de valeur dans un business de conseil comme ça, de consulting? Ou est-ce que tu penses que c'est la Hem technicité? Clairement, enfin, sans aucun doute, les ressources humaines. En fait, j'avais moins cette, vision avant. Si j'ai pris, je pense qu'effectivement, je pense qu'un conseil pour des entrepreneurs, ce serait effectivement enfin, pour moi, la RH, franchement, il y a 2 ans, 2-3 ans, c'était, un concept, étranger. Mmh. On me parlait voilà, de head of people, de RH et tout. Pour moi, Ouais. ça servait à rien, ou en tout cas, C'est c'était, moi, oui, c'est mais aujourd'hui, c'est dingue comment ma vision a changé sur ce mmh. point. Heu, Parce qu'effectivement, c'est non seulement, non seulement c'est de trouver les bonnes en fait, je dirais qu'au-delà des compétences, nous, on a une partie où c'est un peu, enfin, moi, je compare un peu notre industrie à un moment donné au marché financier. C'est-à-dire que, il y a des variations, ça monte, ça descend, il y a des saisons, il y a des produits publicitaires qui sont plus ou moins performants. Et en fait, une grande partie et une grande Et le confiance. sous-jacent, c'est l'argent Oui, aussi, ouais. également. Et du coup, c'est vrai que ça convient pas à tout le monde d'avoir à gérer, moi, quand ma mère, je lui raconte qu'on dépense, bah, plusieurs milliers d'euros par jour, ben, elle comprend pas. C'est normal, en fait, c'est ce truc-là, et je pense qu'il y a certains dans la finance, il y a ce Ouais. parallèle aussi, ouais.
Mmh. Ouais, ouais, complètement. Il y a un côté très, effectivement, on parle d'argent, donc ça peut créer de l'anxiété, Mmh. c'est une responsabilité vis-à-vis de nos clients qui est importante, un stress, et au final, il y a un aspect de confiance aussi. Quand on parle d'argent, quand on parle de banque, il y a un aspect aussi dans la confiance. Je pense que c'est un peu le même, et c'est aussi très abstrait parfois ce qu'on fait, pour des personnes qui sont non initiées. On parle de clics, on achète des clics, enfin, à un moment donné, si on prend un peu de recul, Mmh. voilà, C'est vrai. heu et du coup, tout ça pour dire qu'il y a un il y a un il y a un aspect vraiment, capital relationnel, et confiance qui est important dans la relation qu'on a avec nos clients, et c'est quelque chose qui ne se décrète pas, enfin, c'est quelque chose qui est difficile à apprendre. Enfin, il y a un aspect, en fait, ce que je veux dire, c'est que la technique est très importante, ultra importante, mais par contre, elle est, je dirais, peut-être un peu moins importante que la confiance et que l'état d'esprit, et que le relationnel client. Et donc en fait, non seulement il faut avoir ces profils qui sont capables de s'épanouir dans ce contexte-là, et d'avoir ce côté-là entre la technique et le relationnel. Et en même temps, il faut avoir tout l'écosystème autour de formation, d'onboarding, pour que cette personne puisse être, le plus, performante possible, en fait, et avoir du succès, Mmh. chez Junto. Et donc avant ça, je le voyais pas assez, et je me disais: «En fait, OK, on arrive sur le job, on apprend sur le tas, comme tout le monde, et voilà». Mais en Mmh. fait, si on a envie peut-être de gagner 6 mois ou 1 an, Ouais. beaucoup d'anxiété, entre-temps, et cetera, en fait, il faut mieux passer, 2 à 3 mois à avoir un super Une bonne onboarding, une ouais. super formation, un shadowing, et cetera, et que les clients soient ravis de l'expérience, et que le collaborateur aussi, plutôt que de le faire, de manière, un peu avec les dents, et cetera. Et ça, j'ai pris du temps vraiment aussi à le comprendre, et je pense que Raphaël et la RH m'ont beaucoup ouvert les yeux sur ces aspects-là, quoi. Mais ça, l'onboarding, en plus, ça permet d'A/B tester les candidats. Parce que quand tu accueilles quelqu'un, tu le mets avec toi pendant 6 mois, ou pendant 6 semaines ou machin, ben, selon ton état d'esprit, tu vas plus ou moins bien le former. S'il te suit en mode à Clairement. l'ancienne, heu donc du coup, ben, si tu es dans un bon mood, s'il y a pas trop de boulot et cetera, ben, potentiellement, il va bénéficier d'un meilleur accueil et d'une meilleure formation, et versus l'autre. Alors que peut-être les ressources sont pas forcément, les bonnes et cetera, bah, au moins avec un niveau de formation qui est ISO, tu peux voir, celui qui performe le plus, quoi. Ah, mais clairement. Et puis en plus, Mmh. je le vois avec le recul, il y a des personnes qu'on a, ou sur lesquelles on s'est planté parce qu'on n'était pas assez disponible, parce qu'on n'a pas assez, mis de ressources justement pour les aider à évoluer, et finalement, on voit la trajectoire derrière qui est moins bonne, et c'est de notre faute. Après, ce qui est pas évident, je trouve, quand on démarre et quand on est une forte croissance, et qu'on a des ressources limitées, qu'on n'est pas financé, c'est qu'en fait, dans le meilleur des mondes, effectivement, tout ça doit être hyper carré, hyper propre. Mais en fait, nous, on était pendant très longtemps dans une situation où, en fait, on est vraiment sur le fil, du rasoir. On a besoin de ressources immédiatement. On a besoin de quelqu'un qui nous aide sur des Mmh. comptes, et en fait, on ne peut pas se permettre de payer plusieurs mois de non-activité. Donc je pense que ça c'est il y a une période où tout n'est pas parfait, et quelque part, on accepte aussi une part et finalement, d'ailleurs, ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est que je pense que nos packages étaient aussi faits pour ça. C'est-à-dire que, étaient beaucoup plus, et le sont d'ailleurs toujours, à mon sens, attractifs que des très grandes sociétés de communication. Parce que finalement, on cherche aussi des personnes qui étaient capables de se débrouiller un peu plus dans un écosystème moins cadré. Ouais. Mais on voit que c'est pas forcément idéal, et aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup évolué, tous nos process d'onboarding et de suivi de collaborateurs, quoi. OK, bah, c'est ultra intéressant. De toute façon, dans tous les cas, vaut mieux quelqu'un d'agile, que quelqu'un de trop technique puisqu'il va pas savoir s'adapter. Ce métier-là est quand même un métier où il faut s'adapter. Hem, a avec tout ça, tu t'es pas, enfin, moi, c'est une question qu'on me pose souvent pour moi, donc je te la repose, mais très souvent, on me demande pourquoi je fais une partie de presta, une partie de conseil comme ça, alors que je pourrais, maximiser le nombre de business que je fais pour moi, lancer des boutiques, lancer des projets en mode startup et cetera, puisqu'on a les compétences pour les développer, puisqu'on aide des gens à les développer. Est-ce que ça, c'est un shiny object ou pas du tout chez toi?
Si, bah, enfin, si, enfin, moi, je me suis d'ailleurs longtemps posé, la question de, enfin, de plusieurs choses. À la fois, est-ce que je ferais pas mieux d'être freelance au final? Ça, c'est une question que je me suis posée pendant pas mal de On temps en a parce déjà qu'au parlé en final, off de ça, je me rappelle de cette ouais, conversation. il y a Mmh. un peu ça, il y a le côté, finalement, jusqu'à une certaine taille, à un moment donné, on met beaucoup d'efforts sur la table, on met beaucoup de ressources pour effectivement rémunérer, d'autres personnes et finalement pas forcément se rémunérer soi-même et on se pose des questions, forcément. La Hem, courbe de bénéfices personnels dans une boîte, elle est comme ça et elle tend vers à ne pas évoluer au bout d'un certain moment. Plus tu ouais, vas ouais, ouais. grossir, voilà, c'est clair. Et au début aussi, enfin voilà, moi je suis parti, je me suis pas payé pendant 2 ans, et finalement, bah, je payais, des collaborateurs plus que je ne me payais. Donc à un moment donné, Mmh. c'est aussi, ben, voilà, forcément tout le monde est humain et se pose des questions, donc investit sur l'avenir, mais en se disant, à un moment donné, voilà, il faut peut-être que ça change. Donc il y a un petit peu cette question-là qui revient, je pense, au démarrage. Après effectivement sur, l'aspect, scalabilité du business, et produit versus service, où effectivement, nous, on arrive, aussi sur des logiques où il y a beaucoup de ressources humaines, justement, comme on le disait. Il y a un aspect, il y a un aspect très, il y a un aspect qui est beaucoup moins automatisable que du software, des marges potentiellement moins élevées, mais en même temps des investissements de démarrage moins élevés sur des logiciels et des choses comme ça. Donc, je dirais que, je dirais qu'effectivement, il y a quelques clients et il y a quelques, business qui donnent vraiment, envie et sur lequel, bah, on se dit, effectivement, j'aimerais bien lancer un e-commerce ou j'aimerais bien lancer quelque chose avec mes compétences. En même temps, avec le recul un peu, moi, de l'expérience et en discutant avec différents entrepreneurs, je pense qu'il y a des, enfin, déjà, il y a des avantages et des inconvénients, on va dire partout. Là où effectivement, nous, c'est beaucoup de sujets de formation de people, bah, la logistique, la production, et cetera, je ne connais pas et j'ai l'impression que c'est pas si évident que ça, sur certains Mmh. aspects. Il y a aussi, enfin, il y a d'autres sujets et après si on parle vraiment en termes aussi de modèles financiers, de valorisation et cetera, hem, bah, il faut comparer ce qui est comparable aussi et parfois c'est, enfin, enfin, voilà, je dirais qu'aujourd'hui, je aujourd'hui, je prends un peu plus de recul aussi par rapport à ça, parce que je sais que tout prend du temps. J'essaye de même si j'ai envie de faire, d'autres choses, parfois, je sais que, il faut déjà bien s'occuper de son propre, jardin, et ça, c'est difficile, mais je pense que c'est, aller au bout des choses. C'est une des qualités les plus difficiles à développer parce qu'on est dans un monde où on peut tellement avoir accès à plein de choses, plein de business, lancer plein de choses, les Mmh. barrières sont tombées. Mais je me force un petit peu là-dessus, à me dire: «Bah, en fait, non, tu te concentres parce qu'en fait, tu peux encore faire mieux sur ce que tu fais» et voilà. Et il y a ça et puis après il y a le côté effectivement quand je vois un petit peu l'envers du décor auprès d'autres entrepreneurs, bah, il y a rien de non plus de si simple. Donc voilà, mais c'est sûr que, me trotte, dans la tête, des activités à un moment donné plus scalables, et voilà, que ce soit en e-commerce ou en logiciel, quoi. Ouais, bah, je Mmh. suis très aligné avec ce que tu dis là. Souvent, on a tendance à regarder la vitrine et pas l'arrière-boutique, hein, ce vieille expression, mais c'est Ouais. c'est clair et net. Hem, Et en fait, je les choses sont faites dans le détail aussi, en fait. Et le truc, c'est que, je pense que ça, c'est des choses que parfois on va dire que l'avantage, concurrentiel d'une entreprise, on dit: «Ah, mais en fait, elle vend la même chose, enfin, finalement, il y a plein de concurrence, pourquoi ils gagnent? mmh, Qu'est-ce qui se passe?» Mais finalement, c'est des années d'itération sur, un mini aspect de la mmh. logistique ou du service client ou, de la tech et cetera. En fait, c'est plein de petites choses alignées et ces choses-là, c'est des choses qui sont un petit peu Dans dans la douleur? l'observation, Ouais, dans dans la la douleur, dans le ouais, temps, ouais, et voilà, et c'est des choses que les gens voient pas forcément, mais c'est ça ouais, qui a bien le plus sûr. de valeur finalement, quoi. Et donc moi, c'est ce que j'essaye de dire aussi aux collaborateurs, c'est en fait, tu vas faire face à des difficultés à un moment donné dans ta carrière chez nous ou ailleurs.
c'est aussi notre capacité tous à s'accrocher, à se dire en fait, on va les passer et en fait, on va en sortir plus fort et tout va être consolidé grâce à ça. Mais aujourd'hui, c'est des messages qui sont pas toujours évidents à faire passer et on a tendance aussi à vouloir aller là où c'est plus brillant, où c'est brillant, mais voilà, il faut regarder effectivement ce qu'il y a derrière et aussi il faut regarder je pense euh, l'organisation capitalistique, l'organisation financière, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses où finalement on a l'impression que c'est cool, que c'est rentable et tout, mais ça ne l'est pas du tout, quoi. Donc, Mhm. Non, bien sûr. Après, je pense que ces activités de conseil, on passe sur plusieurs business dans la journée, sur juste un domaine d'expertise, en mode, on arrive en mode sniper. Mais moi, en tout cas, ça comble justement mon mmh, besoin de mauvais coucheurs dans le business, entre guillemets. ouais, C'est un ouais, peu ça. Du coup, ça me calme. C'est une sorte de, ouais, c'est ma coque, en fait. C'est un peu ouais. ça le truc, quoi. Donc, ouais, là-dessus. Mais sinon, sur le coût d'opportunité, en effet, ouais, je te rejoins clairement à 100%. Bah, ouais, je pense que dans tous les cas, enfin, ça, je compare un petit peu aussi, nous, à des cabinets d'avocats, d'où je viens d'ailleurs à la base. C'est au final, on voit tellement de choses. Je pense que les collaborateurs chez Junto, ils prennent 2 ou 300 d'avance par rapport à une expérience directe chez l'annonceur. Vraiment, hein, c'est impressionnant, je pense, les compétences qu'ils développent sur leur métier par rapport à directement travailler chez l'annonceur. Et donc, je pense que dans tous les cas, ce sont des expériences. Alors, moi, c'est un petit peu différent parce que effectivement, c'est une société que je développe et enfin, quelque part, j'ai un petit peu moins le choix que parfois des collaborateurs à moi de changer comme ça. Mm. Mais en tout cas, je pense que c'est justement aussi des métiers qui permettent aussi derrière d'évoluer vers plein de choses en tant qu'entrepreneur, en tant que collaborateur, parce qu'on voit tellement de choses qu'on sait également très rapidement identifier ce qui fonctionne pas en termes de modèle d'affaires, en termes de business. Et du coup, je pense que à l'image d'un consultant, ça permet très rapidement de se dire, OK, je vais peut-être me diriger vers tel secteur, vers tel modèle, pour plus tard. Et voilà, donc je pense que ça garde beaucoup de portes ouvertes aussi pour la suite. Yes, yes, carrément. Carrément, carrément. Si on revenait un peu sur tes clients, est-ce que tu peux nous décrire un peu qui ils sont et ce qu'ils viennent chercher chez toi? Avec plaisir. Donc on a vraiment, nous, 3 typologies de clientèle. On va avoir des sociétés qui sont plus petites, on va dire de 5 à une vingtaine de collaborateurs. Souvent, ce qu'on aperçoit, c'est que le sujet de la croissance est fondamental à cette taille-là. Il y a un product market fit qui est déjà existant, et ces entreprises ont vraiment besoin de développer leur clientèle et leur acquisition à ce stade. Et donc, ils font appel à nous pour accélérer sur cette partie-là, se professionnaliser, parce que souvent, c'est géré par les fondateurs ou une personne de marketing, mais qui ne peut pas forcément avoir toutes les compétences. Et donc, rapidement, ils font appel à des conseils extérieurs sur l'acquisition, sur le média. Donc ça va être la première typologie. La deuxième, ça va être vraiment des head of growth de sociétés qui sont un petit peu plus importantes, souvent qui ont levé un tour de financement, par exemple, et qui, là, en fait, ont des objectifs très ambitieux, ont les moyens de leurs ambitions et ont besoin de développer, de déployer très rapidement. Ils cherchent également à construire une équipe, mais en fait, c'est compliqué. Ils vont avoir les mêmes sujets que nous en interne chez nous, de recrutement, de rétention, de trouver les bonnes personnes, etc. Et ils n'ont pas le temps. Et donc souvent, ils font appel à nous pour accélérer sur l'ensemble ou sur un périmètre défini. Et ensuite, on va avoir des plus grandes sociétés qui ont l'habitude de passer par des services de stratégie média, d'achat média, qui ont des problématiques diverses. Je dirais que souvent, ça va être soit des renouvellements de partenaires, soit ça va être travailler avec des gens plus experts sur un domaine particulier. Ça va être souvent des questions de recentrage stratégique sur leur distribution en ligne. Souvent, c'est des sociétés qui peuvent avoir vraiment enfin, aujourd'hui, je vois vraiment un tournant stratégique sur, OK, il faut que notre business digital fasse X% de notre chiffre d'affaires et augmente 2 fois 2 par an parce que ça n'a pas été le cas avant, alors qu'on est une grosse entreprise. Donc, je vois ces revirements un peu stratégiques. Et souvent, je vois aussi des changements de leadership au sein de ces sociétés-là, peut-être des leaderships un peu plus jeunes, plus digitaux,
qui là nous connaissent et savent qu'on a les équipes pour les accompagner sur des sujets de tracking, de data, de déploiement sur d'autres leviers, d'international. Donc voilà un peu les trois typologies. Et ensuite, en termes de modèle d'affaires, on va avoir à peu près 60% d'e-commerçants, le reste des sociétés de services, B2B, B2C. On commence à avoir beaucoup de B2B également. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà, notre clientèle, ce sont ces sociétés-là. Et je dirais que la première catégorie aujourd'hui a tendance à s'estomper un petit peu au profit de la catégorie, la seconde et la troisième catégorie, donc sur des personnes qui ont vraiment plutôt des déploiements assez ambitieux et voilà, qui correspondent aussi aujourd'hui plus à notre organisation et aux ressources qu'on a. Ouais, c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que ce shift, il est volontaire du coup? Est-ce que ça se fait, ça s'arbitre parce que vous êtes plus, enfin, vous avez plus d'appétence pour travailler avec ces gens-là? C'est quelque chose qui est pas évident. En fait, on n'a pas envie. En fait, je pense qu'on est encore très pertinent pour des sociétés qui se développent. Mais en fait, c'est un peu. Je trouve que le shift est en partie naturel et en partie naturel parce qu'à un moment donné, effectivement, on a des. Je pense qu'il est naturel parce qu'après, on est identifié comme une plus grosse. Malgré nous, on est identifié aussi comme une plus grosse entreprise. On a peut-être des prix qui sont plus importants que des sociétés à un moment donné plus petites. Et une organisation qui fait qu'on apporte peut-être plus de valeur à un client qui est organisé différemment en interne ou déjà avec des ressources, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose de naturel et après il y a quelque chose aussi de forcé dans le sens où moi je mets des objectifs aussi aux équipes de panier moyen, de type de service sur lequel on accompagne nos clients. Donc en fait, on est aussi on est aussi vraiment beaucoup plus précis dans les objectifs qu'on fixe parce que il faut qu'on fasse évoluer les rémunérations de nos collaborateurs, qu'on les fasse évoluer. On recrute des personnes plus seniors. On a des ambitions sur des voilà. Donc en fait, on a aussi besoin de fixer des objectifs financiers qui font que ça correspond aussi à notre typologie de clientèle. Donc je dirais que c'est un petit peu les deux. Mais en même temps, on n'a pas envie d'aliéner une partie de notre clientèle. Donc le shift est pas toujours évident, mais on essaye de le faire au mieux, quoi. À t'entendre, là, on entend ton background cabinet d'avocat aussi. Ça s'entend dans la façon dont tu vois le truc et ouais, c'est très clair. C'est très clair ce côté, ouais, vraiment, vraiment consultant plus qu'agence au final, hein, j'ai Ouais, c'est ça. l'impression, dans votre modèle. Ouais, Mm. Au niveau des leviers sur lesquels vous accompagnez vos clients, du coup, les grands dominos, on va parler du tracking parce que pour moi c'est un énorme sujet et on en ouais. parlait tout à l'heure aussi. Mais du coup, sur les leviers publicitaires, du coup, il y a comment vous fonctionnez? Ouais, donc on a effectivement Google, c'est ça, on va être sur, j'ai pas les chiffres précis, mais on va être sur 50 60 d'investissement sous gestion sur l'écosystème Google au global, avec une grosse progression des leviers aujourd'hui, YouTube par exemple, YouTube Display, mais Search qui reste ultra dominant. Ça correspond un peu souvent, ce que je regarde, c'est même le revenu de ces sociétés, hein. Euh, Google, on est environ à 200, un peu plus de 200 milliards à date, alors que Facebook, on est sur environ 100 milliards annuels. Donc on a quand même une société qui est 2 fois plus importante. Et quand on regarde le trafic des sites, aujourd'hui, on voit que les trois quarts au moins sont générés par Google en CPC ou Google en organique. Donc ça reste aujourd'hui ultra représenté chez nous en termes de premier levier. Ensuite, en second vient Facebook, Instagram. Et ensuite, on va avoir une multitude de leviers. On va avoir du Amazon, du LinkedIn aujourd'hui qui se développe beaucoup. On va avoir aussi du Snap, Pinterest, TikTok encore un peu difficile sur la partie publicitaire en termes de performance. En tout cas pour nos annonceurs qui sont plutôt direct response et basés sur du ROAS et de la perf. Donc voilà un petit peu la répartition de ce qu'on fait. Ce qui va monter aussi, ce qu'on voit beaucoup en termes de demande, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait évoluer notre offre, c'est aussi pour être le plus efficace possible auprès de nos clients. C'est en fait, on voit beaucoup effectivement de sujets sur le tracking, et on voit beaucoup de sujets sur la créa, parce qu'en fait, on arrive sur des formats qui sont de plus en plus natifs, riches, animés, engageants.
Et donc, en fait, il faut des ressources créatives et les sociétés ne sont pas forcément toutes organisées avec un studio en interne. Donc ça, c'est un vrai enjeu, je pense. Et de mon expérience personnelle, c'est le moment pub, c'est le truc où moi j'ai été le plus bluffé dans votre accompagnement, où en fait, ok, c'est allé au-delà de ce que j'attendais. Sur tout le reste, c'est cool. pas surpris. C'est ok, on m'a livré ce que j'avais demandé, je suis très content. J'avais des exigences qui étaient hautes, on m'a livré un truc qui allait bien. Mais la créa, j'ai été clairement bluffé en fait. J'ai trouvé ça oufissime. Ah, mais en plus, c'est sincère. Franchement, c'est vraiment un truc. Alors, je dis pas ça en mode le reste était mauvais. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais genre, ça, c'était juste vraiment waouh, quoi. Franchement, chapeau. Ouais. Et en plus, c'est un truc que vous avez mis en place récemment, j'ai l'impression. Ouais, ça a été un beau succès. Ça a été un beau succès cette année. En fait, on a vraiment, enfin, de base, juste pour donner quelques chiffres, souvent, notamment sur le social, on parle de 40 ou plus % de la performance qui est drivée par la créa. Donc, c'est vraiment un aspect aujourd'hui où j'invite tout le monde à investir dans des ressources créatives parce que vraiment, ça fait la différence. On peut juste détailler ça parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait. Quand on achète sur Facebook, on achète le KPI de dépense, c'est le CPM. Oui. Et en fait, la créative va inciter au clic. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va transformer ce CPM en visiteur. Mais dans tous les cas, on paye ces 1000 visiteurs. On paye tous les 1000, on dépense de l'argent. Et donc, l'intérêt, en fait, c'est de convertir un maximum de personnes sur 1000 sur un clic pour qu'ils viennent sur notre boutique pour espérer les convertir en clients et transformer ça en chiffre d'affaires, toute cette action. En gros, vulgairement. Absolument. Il y a l'aspect purement, effectivement, performance de la créa où, effectivement, on augmente son taux de clic et du coup, on réduit son coût par clic. Et en fait, vu que le coût d'acquisition, c'est coût par clic divisé par taux de transformation, si on a un coût par clic qui baisse de 20 centimes, de 30%, etc., on le retrouve immédiatement dans son retour sur investissement. Donc, effectivement, il y a ça. Et après, du coup, attends, excuse-moi une dernière fois. Si on est, admettons, sur 1% des gens vont voir notre publicité, 1% des gens qui vont voir notre publicité cliquent, si on arrive à passer ce taux à 2, la publicité nous coûte 2 fois moins cher. Enfin, elle est 2 fois plus rentable. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ce pourcentage-là, il a un effet énorme, en fait. Exactement. Exactement. Après, je pense qu'il y a aussi un autre effet, c'est la pluralité des formats. C'est-à-dire que souvent, quand j'audite des comptes, je m'aperçois qu'il y a, par manque effectivement de ressources ou de temps des graphistes en interne, un format qui est testé. Je sais pas, un format carousel, par exemple, ou un format newsfeed, mais pas adapté au format story, pas adapté sur, je sais pas, de l'instant expérience, des choses comme ça. Et donc, en fait, ce sont des formats qui vont être diffusés sur ces formats qui sont pas dans le compte, qui vont être diffusés potentiellement sur des coûts plus bas, sur des réseaux qui sont, par exemple, le réseau d'audience Facebook, par exemple, sur Messenger, sur les stories Insta, sur Reels. Donc, en fait, c'est des emplacements qu'on ne va pas prendre et potentiellement déjà un reach aussi qu'on ne va pas avoir. Donc, c'est aussi une question de format et des opportunités qu'on laisse passer, quoi, clairement. C'est ça. Donc ouais, tu disais 40% de la perf, du coup, sur la créa. Oui, j'avais vu une étude où c'était une étude sérieuse. J'ai plus exactement la référence, mais c'était effectivement 45%. Mais je me demande si c'est même pas chez Facebook d'ailleurs il commande beaucoup d'études de la part d'instituts et qui disait qu'effectivement il y avait 45% de la performance c'était dû à l'aspect créa, quoi. Donc c'est colossal et on le voit, en fait, moi je le vois très clairement sur des comptes, sur nos plus grands comptes. Notamment sur Facebook, Instagram, c'est des personnes qui ont énormément de ressources créatives et qui changent de manière très fréquente. Donc, c'est clairement un des aspects clés. Et en fait, ce que je vois en interne, c'est que souvent, on arrive sur des clients qui ont d'ailleurs des graphistes en interne. Mais souvent, le graphiste, ce qui se passe, c'est qu'il est plébiscité sur le site au global, le marketing au global, et il n'a pas une formation et un axe publicitaire. Donc, en fait, il sort un peu on lui dit ok, fais-nous un 1200 x 628 avec un CTA, etc. Mais en fait, il fait pas ça tous les jours. Là où aujourd'hui, nous, l'équipe qu'on a mis en place, ça a été douloureux un peu au début parce qu'en fait, Julie notamment, elle vient vraiment du monde de la com à la base. Mais en fait, aujourd'hui, elle est pure
publicité, en fait, créatif publicitaire. Ce qui n'est pas Ouais, tout à c'est un fait métier. pareil Ouais. que de faire une plateforme de marque ou de faire une campagne de communication XY, quoi. Ok. Donc la créa ultra important, et je crois que ce truc-là, vous l'avez, de ce que j'ai vu moi, hein, pour mes propres besoins, vous l'avez largement, Ça fait plaisir en vous tout avez cas, relevé le défi. et voilà, on veut investir davantage là-dedans, et je pense qu'effectivement c'est clé, même sur Google d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas parlé, mais tous les formats RDA, tous les formats Google Discovery, etc., YouTube, voilà, c'est des formats qui se développent beaucoup, hein. Mm. Et du coup, le sujet qui fâche, le fameux tracking. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Mm. là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à Bruxelles là avec leur histoire de cookies, leur histoire de tout ça là? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé cette année là, et les enjeux qui arrivent dans notre métier, enfin dans nos métiers du web de manière générale, dans les prochaines Ouais, années? bah, je pense qu'il y a enfin, il y a un aspect, effectivement, ça devient de plus en plus légiféré, ces sujets de collecte de données personnelles. Je pense qu'il y a à la fois une attente de la part des utilisateurs qui sont clairement les produits, hein, de données de ces plateformes, et qui commencent à le comprendre, et sur lequel il y avait des pratiques abusives également. Et un environnement légal qui s'est consolidé sur ces sujets-là, particulièrement en Europe et en France, avec la CNIL. Donc, et à la fois, et en même temps, en parallèle, il y a notamment Apple qui a également bloqué un certain nombre de remontées d'informations sur les applications lors de ces récentes mises à jour. Et donc tout ça fait qu'en fait, l'écosystème publicitaire vraiment a fait face à des gros enjeux, et fait toujours face et fera face dans les prochaines années à des enjeux vraiment de mesure. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne reviendra jamais là où on était. Je pense qu'on était un petit peu sur l'Eldorado du démarrage sur le tracking, le ciblage, et voilà. Et donc l'écosystème sera différent. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a, en tant qu'annonceur, en tant qu'entreprise, on a moins de visibilité aujourd'hui sur les personnes sur l'activité des utilisateurs sur nos sites, sur leurs achats. Et donc, on a de la donnée modélisée, on a des audiences qui sont moins précises. Et donc, les solutions techniques aujourd'hui ne sont pas encore clairement identifiées, en tout cas vont prendre du temps à arriver sur le marché. Donc en attendant, on a un petit peu un moment de flottement dans lequel tout le Il y a monde de se belles positionne. annonces, mais il se passe rien, quoi, j'ai l'impression. Bah, Ouais. Facebook a annoncé là sur Q3 qu'ils allaient prendre des années avant de reconstruire leur système comme il était auparavant, quoi. Donc, C'est courageux pour eux, par contre, de l'avouer, même si on le sait, vis-à-vis de leurs investisseurs, surtout parce que leur revenu vient de la pub, donc c'est quand même ouais. assez dingue. Leur cours peut chuter à cause d'une annonce comme ça. Bah, totalement. Ils ont eu, effectivement, ils ont été un petit peu. Snap a complètement chuté pour le coup. S'est maintenu parce qu'ils ont sorti des bons résultats en Q3 2021, au moment où on se parle. Mais Google a l'air assez protégé pour l'instant parce qu'ils ont fait un bon move avec Chrome sur ça. Ils ne sont pas uniquement dépendants d'une app comme Facebook, qui est vraiment quasiment exclusivement mobile maintenant. Donc effectivement, il y a des. Après, en même temps, ça pose question effectivement pour le modèle de Facebook qui est complètement financé par la pub. En même temps, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative à cette plateforme, et le commerce en ligne continue à se développer très fortement. Donc globalement, l'un dans l'autre, je pense que ces entreprises ont toujours réussi à trouver cet équilibre de croissance de leur rentabilité et de leur chiffre d'affaires, de perte de tracking, parce qu'en même temps, c'est un marché qui se développe fortement. Et donc, pour l'instant, l'équilibre est toujours là. Mais effectivement, à quel moment il y aura un changement là-dedans? Je pense que ça arrivera dans les prochaines années, à un moment donné, quoi. Mais pour récupérer leur tracking, Facebook, ça leur coûterait peut-être moins cher
et ce serait peut-être plus simple de développer un device, une sorte de smartphone à 1 $, qu'ils envoient dans le monde entier, tout le monde est équipé avec le smartphone, et ils ont leur truc, tu vois. Ce serait peut-être, tu vois, si on partait dans des trucs hallucinants, mais vu qu'en fait, ils n'ont peur de rien, c'est Ouais, un truc clairement. qui serait clairement envisageable. Ils développent leur device, comme ça, ils ont leur tracking, Ouais. et voilà. Ah, Et dans ce mais cas-là, complètement. on est plus Complètement. cross-platform, quoi. C'est d'ailleurs ce que Google a un peu fait là sur son Avec dernier, Chrome. Pixel, hein. Mmh. Ah Ils oui, avec ont le le Pixel prix également, est ouais, c'est vrai. Mmh. Ouais, le prix est vraiment, très bas pour la qualité du smartphone. Mmh. Ils financent aussi, des satellites pour donner internet dans des endroits où il y a personne et cetera. Donc clairement, ils ont un intérêt à faire en sorte que le maximum de gens soient connectés et soient connectés à leur écosystème, clairement. Mmh. Du coup, aujourd'hui, là, cette problématique sur le tracking, comment ça se gère quand on est média buyer? Qu'est-ce qui est différent? Genre, je suis média buyer maintenant, qu'est-ce qui est différent mon métier, il est différent de quelle manière par rapport à il y a 1 an? Qu'est-ce Mmh. qui Alors change? je dirais d'un point de vue purement, technique, déjà, c'est de maîtriser tout l'écosystème tracking qui est pas, et réglementaire qui est pas évident. Parce qu'en fait, il y a, toutes les plateformes vont avoir des pixels et des recommandations différentes. Il peut y avoir des implémentations différentes, qu'on soit si on est par exemple en front ou en server side. Peut y avoir aussi peut y avoir aussi des outils différents utilisés de gestion du consentement par les annonceurs. Donc en fait, il y a tout un écosystème technique à maîtriser, un minimum. Donc là-dessus, nous, on fait beaucoup de formation et d'éducation en interne sur ces outils-là. Mais ça évolue aussi vite et il y a des questions qui sont, pas évidentes et pas encore répondues, même au niveau de Google avec la clinique, par exemple. Donc c'est un terrain qui est mouvant. Et après, je pense que c'est, au niveau client, c'est enfin, déjà beaucoup d'éducation à faire, beaucoup d'anticipation sur, en fait, il va se passer tel événement. Vous allez voir que, bah, sur Facebook, votre ROAS, plateforme va baisser, mais ne vous inquiétez pas, et finalement, enfin voilà, les accompagner sur à la Ouais, fois, le suivi de ces recommandations et l'analyse des performances. Et après, moi, vraiment, nous, le message en interne qu'on passe, vraiment, aujourd'hui, c'est de revenir à un niveau stratégique, au final. En fait, c'est de regarder ce qu'on appelle le MR, Marketing Efficiency Ratio. Donc globalement, c'est le ROAS global. De se dire, bah, au global, est-ce que parce qu'à la fin, c'est combien j'ai enregistré de chiffre d'affaires dans mon CMS, ou dans ma banque et en fait, combien j'ai investi en marketing. mmh, Donc c'est vraiment de revenir aussi à une vision plus large et de se dire: «Est-ce que finalement, je suis toujours sur des ordres de grandeur financiers qui me permettent d'accélérer ou qui ouais. sont rentables pour moi?» Donc on revient sur quelque chose d'un peu moins ciblé pour le coup, Ouais, mais remettre du bon sens paysan dans la gestion du truc, quoi. C'est un peu ça exactement, ouais, l'idée. c'est ça, ouais, Ouais. ouais. Mais après, j'ai l'impression qu'on fait un pas en arrière avec tout ça. Bah, après, c'est comme ça, hein. Dans tous les cas, on n'a pas le choix de faire avec Mmh. ces nouvelles règles. On était sur les calculs de modèles d'attribution, au Ouais, pourcentage près, et cetera. Maintenant, on n'a plus que la moitié de la data. Donc, ouais. je me demande comment ça va passer, comment on va s'adapter. Ouais, Mais, c'est pas mais encore, il y a encore beaucoup de pertes de données, donc je pense qu'ils vont réussir techniquement à améliorer, tout ce qui est modélisation, mais potentiellement, il va y avoir aussi une plus grande éducation de la part des consommateurs qui vont peut-être choisir d'ailleurs de supprimer beaucoup plus de trackers, que c'est le cas encore actuellement. Donc enfin, je pense qu'on va aller enfin, nous, on dit ça un peu en rigolant, jaune, mais on se dit qu'on va aller plus vers la télé que vers le digital d'autrefois, quoi. Donc on revient à faire ça, en fait. Ça revient, ouais, c'est un peu ça, ouais. exactement. Hem Est-ce que tu penses que le métier du media buying peut être en danger par, des technos, d'intelligence artificielle qui pourraient arbitrer des décisions sur des audiences, sur des choses là? Alors pas sur la partie créative, mais ou quoique si d'ailleurs, pourquoi pas? Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque là-dessus, un risque entre guillemets, enfin une opportunité, je sais pas, d'avoir un robot qui pilote nos campagnes de pub? C'est une bonne question. C'est une question qu'on se pose beaucoup et effectivement un risque de ce marché, qui s'est beaucoup automatisé, avec le machine learning, et l'IA ces dernières années. Et on pense d'ailleurs que, je prends le pari, on verra, mais que le search à un moment donné, on achète de l'audience et plus des mots-clés.
Donc ça, c'est fort probable. On voit des campagnes type Performance Max aujourd'hui qui sont full automatisées sur tous les réseaux Google, par exemple. Donc, c'est probable. Ensuite, ce que je vois par contre, c'est que, enfin, il y a plusieurs choses. C'est que, finalement, tous ces, en fait, du coup, ça remet vraiment beaucoup de. On en parlait juste avant, mais ça remet l'accent sur à la fois la mesure, parce qu'en fait, il faut donner les bonnes données à la machine. Exactement. Et ça plante dès qu'on change le site, ça saute. Les données, on n'est pas sûr que ce soit les bonnes. Il faut tout le temps valider, maintenir le tracking et le plan de tracking et s'assurer que les données remontent bien et le faire évoluer. Donc ça, c'est un sujet où il y a beaucoup plus effectivement de travail du coup. La partie créa, ce qu'on donne aussi en termes de créative à la machine. Et ensuite, la partie vraiment site. Donc là, il y a l'optimisation du taux de transformation. L'offre, en fait, l'offre commerciale. Quels produits je mets en avant, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux, les offres, etc. La technicité du site. Donc en fait, le media buying, à proprement parler, après, il faut le setup et il faut le suivre. Parce qu'en fait, sur des gros comptes, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est pas tellement d'aller changer une enchère toutes les 30 secondes aujourd'hui, c'est de s'assurer que ça diffuse. Parce qu'en fait, on a des plateformes qui deviennent de plus en plus, en termes de policy, on voit beaucoup plus de strike de compte sur Facebook, sur Google, par exemple. Au moindre truc, de la peau qui apparaît, un mot qui va pas, un trait de marque, automatiquement maintenant ça saute parce qu'ils sont améliorés là-dessus. Donc en fait tout ça pour dire que et après je finirai par dire en fait moi je le vois un petit peu de cette manière-là, mais pour moi ces plateformes-là ont des centaines de milliers d'ingénieurs, et en fait les ingénieurs à un moment donné rajoutent de la complexité, et à mon sens. Donc en fait moi, on a vu aussi des choses, par exemple, pour prendre quelque chose de très concret, le rapport de termes de recherche sur le search. Ils ont enlevé de la visibilité, ils en ont remis derrière. Il y a des choses sur des campagnes smart où ils sont revenus un peu en arrière. Donc, en fait, il y a aussi. En fait, tout ça, ça évolue aussi et ça devient plus simple sur certains aspects, mais plus complexe sur d'autres. Je suis assez d'accord. Ouais. Donc, je pense que et après, pour gérer aujourd'hui, moi, j'aurai encore quelques comptes et je vois qu'il y a quelques stratégies automatisées qui vraiment font en sorte on va se le dire, qui enrichissent à un moment donné les plateformes, mais qui sont moins performantes pour certains comptes, dans certains cas. Donc, le truc de tout suivre de manière black box avec les investissements assez importants, à un moment donné, il y a une acceptation, à un moment donné, qui va peut-être pas se faire niveau client, parce qu'à la fin, c'est quand même le client qui décide où est-ce qu'il met son investissement. Donc juste pour terminer sur ce point-là, à un moment donné, il faut des personnes pour suivre tout ça, parce que même si c'est automatisé, il faut le suivre que ça diffuse, faire des rapports, s'assurer que ça tourne. Et donc, il y aura toujours besoin qui peuvent suivre, toujours besoin de personnes qui comprennent toutes ces statistiques et qui peuvent les suivre. Donc, le rôle vraiment du media buyer dans le sens effectivement. Peut-être pas pousser les boutons, mais analyser les chiffres, quoi, du moins. Exactement. Ouais, je vois, ouais. Mais en fait, ça veut dire qu'en gros, technologiquement, oui, c'est probable qu'en fait, il y ait une IA qui le fasse, mais en termes d'adoption, est-ce que ça va se passer? On a un petit moment, je pense, avant de. Ouais. Voilà, je pense. Il y a l'adoption et après, il y a le côté, effectivement, où finalement, il faut quand même réussir à comprendre ce qui se passe, à suivre les chiffres, à améliorer son offre, à améliorer ses créas, etc. Donc, on revient peut-être à un rôle un peu plus marketing, ouais, c'est ça. un peu plus global, mais il y a quand même toujours. Je pense pas qu'en tant que tel, il y ait non plus une disparition au contraire, je pense qu'il y aura d'autres métiers, ou en tout cas une évolution du métier, mais pour l'instant, je le vois pas s'éteindre, quoi. C'est sûr. Et puis, comme tu le dis, on se rapproche d'un marketing, enfin, on revient au marketing, en fait, un petit peu. Et le media buying n'est pas le seul levier, c'est juste, en fait, l'essence qu'on met dans le moteur. J'ai beaucoup de clients qui croient que l'acquisition, c'est une martingale. Et en fait, pas forcément. C'est juste, c'est pas une martingale, mais s'il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de business. Donc, il en faut, mais ça ne veut pas dire que ça gagne à chaque fois. Mais par contre, on se doit de le faire. Donc, là-dessus, ouais, je suis assez d'accord. Il faut revenir au cœur et rajouter pas que du media buying, ça marche pas. Juste pour donner peut-être un exemple pour soutenir ça, Analytics, par exemple, je vois peu de gens qui sont vraiment experts sur Analytics.
Et juste à regarder, ok, quels sont les top produits, quels sont quelles sont vraiment les tendances business, tu vois, au-delà d'envoyer du trafic et de regarder les ventes sur Google Ads ou sur Facebook, quels sont vraiment les sous-jacents business de mon offre. Et je pense que ça mérite à être plus creusé par ailleurs. Yes. On a fait un bon tour sur toute la partie Media Buy. Non, j'ai une question que je pose à chaque fois en fin d'épisode. Si toi, là, maintenant, tu pouvais maîtriser une compétence en un claquement de doigts, on sort de l'épisode, tu claques des doigts, tu as cette compétence-là en stock, qu'est-ce que ça pourrait être? Très bonne question. Je pense que c'est alors une compétence. Je pense que ça resterait dans le domaine, moi, de la gestion, de la gestion relationnelle des personnes à grande échelle, du management à grande échelle. Parce après, c'est plus ça qui, je trouve, fait la différence, c'est de savoir, savoir vraiment, mener en fait, moi, mes premiers clients sont les clients internes aujourd'hui de Junto. Et donc je pense que pour passer à la prochaine étape, j'ai déjà appris beaucoup et j'ai déjà beaucoup de recul sur ça par rapport à il y a quelques années, mais globalement, ce serait une compétence plutôt humaine dans ce style-là, plutôt qu'une compétence euh, extrêmement technique. Et je dirais que le deuxième chose, c'est peut-être plus sur le volet financier. En fait, je me rends compte que le volet vraiment financier, à un certain niveau, est ultra important, financier et juridique. Donc, c'est aussi développer ces compétences-là. Ok. Ouais, c'est vraiment pousser en fait ce que tu fais déjà en fait. C'est plus ça dans ce. Ouais. C'est assez rigolo les réponses qu'on a à ce moment-là. Il y a des choses, il y a des gens qui partent dans des trucs complètement perso, d'autres sur des trucs qui les font chier en mode j'ai pas envie de passer du temps sur cette compétence, du coup je veux vraiment pouvoir la maîtriser en un claquement de doigts. Et d'autres qui disent qu'ils veulent pousser en fait ce qu'ils ont déjà. C'est assez rigolo de voir ces patterns-là. Et du coup pour toi et pour Junto, c'est quoi la suite? Ça va se passer comment dans les prochaines étapes? Bah, en fait, nous, on est vraiment toujours dans la direction une volonté de croissance relativement forte année par année. On a le sentiment on a passé une première étape, mais qu'on a encore beaucoup à faire pour accompagner nos clients et se développer. Donc, en fait, on a besoin d'organiser bien les équipes pour qu'on puisse passer cette étape de croissance en France. L'idée, c'est de doubler en fait à horizon 18 mois environ. Donc ça va bien nous occuper. Donc voilà, en fait, on fait face un petit peu à ce sujet où on passe une première étape, faut élargir faut élargir les compétences et les services, faut aller chercher d'autres personnes, d'autres process, faut réorganiser faut tout réorganiser. Donc c'est réussir à le faire de manière efficace, rapide et facilité. Donc c'est ça. Et puis après, moi, j'ai aussi vraiment un penchant pour l'international. J'aimerais beaucoup travailler un peu plus avec des sociétés étrangères. Donc commencer aussi à explorer ça, mais tout en gardant tout en restant vraiment focus et concentré. Je pense que je le disais un petit peu au démarrage, mais je fais vraiment attention à ça aujourd'hui. Donc j'ai pas envie qu'on se brûle les ailes non plus. Donc j'ai envie qu'on reste aussi, qu'on y aille à l'étranger, mais qu'on reste quand même, qu'on le fasse petit à petit et qu'on le fasse bien. Voilà. Ah, mais ça sent dans ce que tu dis. On voit que tu veux faire grossir la boîte, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Et ça, c'est vraiment un tronc dans tout ce que tu as dit. En fait, on le retrouve en fait, ce truc-là, Bah, quoi. ouais, mais j'ai changé par rapport à ça parce qu'avant c'était différent, mais en fait je m'aperçois sinon à un moment donné ouais, il faut en fait ça, je pense que ça se fait un peu comme tout, hein, ça se fait par palier et à chaque fois il faut identifier ces paliers, bien communiquer, réussir à organiser les choses de manière un petit peu différente. Et je pense que c'est ça qui est pas évident à passer parce qu'en fait il faut prendre beaucoup de recul, ça demande parfois des compétences qu'on n'a pas.
Et donc, et parfois se faire accompagner par des personnes externes, extérieures qui ont ces compétences-là. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est important à chaque phase. Et voilà, j'espère qu'on le passera vite avec brio, mais ça a toujours été le cas. Et voilà, je pense que ça demande de l'humilité, ça demande de regarder bien ce qui se passe, de bien analyser. Et souvent, voilà, ça se passe, quoi. Il faut être aussi un peu patient parfois. Ouais. On a tendance à... Ouais, c'est ça. Quand tu cogites 20 heures par jour, dans tous les cas, tu as l'impression que le temps passe doucement. Ouais. Ouais, clairement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Je sais qu'il est précieux. Et félicitations. J'adore Junto. Je kiffe ce que vous faites. Et je suis très content de vous avoir de vous avoir confié des comptes en gestion. Je n'ai pas de doute sur le fait que ça va super bien se passer. Donc, c'est vraiment top. Je recommande vivement. Et puis, merci Étienne. Merci beaucoup, Gérald, pour à la fois l'invitation et la confiance que tu nous témoignes. Ça, effectivement, enfin voilà, on y met beaucoup d'efforts et ça fait vraiment. Enfin, je pensais pas dire ça un jour, mais c'est vraiment ça qui, à la fin, qui fait plaisir, tu vois, c'est d'avoir aussi ce type de retour et de voir que voilà, qu'on arrive à organiser des équipes et des compétences qui aident et voilà, et qui sont reconnues. Donc, c'est surtout par toi qui, je sais, connaît aussi bien le secteur de l'achat média, etc., et du digital globalement. Donc merci beaucoup à toi. Non, mais c'est top. Mais écoute, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Et puis, ouais, à la prochaine. Ciao, ciao. Merci, Jean. Salut, ciao.